À quelques kilomètres de Bonifacio, à l'extrême sud de la Corse, Jean-Bernard Carillet semble un peu perdu. Donc il y a une possibilité que ce soit ça. L'autre virage que j'ai repéré, c'est celui d'après. Depuis une demi-heure, il est à la recherche d'un petit bout de paradis, la crique de Trepunti. Un coin tranquille à l'écart des touristes que les Corses rechignent à divulguer. Bonjour. Excusez-moi, vous êtes d'ici? Ouais. Je cherche la calanque de Trepunti. Je sais que c'est dans les parages. J'habite juste au-dessus là, mais j'ai jamais entendu parler de ça. Ça vous dit rien? Non. Il en faut plus pour décourager Jean-Bernard. Depuis 15 ans, il travaille pour un guide touristique, le Lonely Planet. Il sait que les plages encore préservées ne se trouvent pas facilement. Il faut vraiment les dénicher. Et en même temps, c'est ce qui fait aussi l'attrait de ce métier. J'ai vraiment la sensation de découvrir des choses. Ah, deux contreforts, c'est peut-être ici. Effectivement, au détour d'un virage, C'est ma foi qu'on brûle. Eh ben voilà, zone de non-prélèvement de Trepunti. Ça a l'air d'être ça, non? Ça me dit pas s'il y a une plage ou une calanque ou quoi que ce soit. Je sais que c'est un site protégé en tout cas, donc il y a des chances que ça soit très sauvage. il n'y est pas encore, il va falloir la mériter cette plage rare. C'est ce genre d'informations qui font la renommée d'un grand guide. Au final, ses efforts vont s'avérer payants. C'est top, c'est top. Ce type d'endroit, c'est exactement ce qu'il cherche. Ouais, c'est super sauvage, c'est génial. Un lieu désert, avec d'un côté une crique de rêve pour se baigner, et de l'autre, une vue à couper le souffle. On a Bonifacio juste derrière nous, donc la vieille ville qui se trouve à une encablure. Et on est dans un site complètement désertique, totalement sauvage, totalement préservé. C'est vraiment un coin que je vais recommander parce qu'il faut vraiment le trouver, il faut le mériter. Et cette calanque de Trepunti n'est référencée absolument nulle part. Et je suis le premier à la trouver et le premier à la référencer. Je suis super content. Cette crique, les lecteurs du Lonely Planet la découvriront l'année prochaine dans la nouvelle édition de leur guide corse. Une dizaine de lignes expliqueront ce qu'on y trouve et surtout comment y accéder. De la Corse à Paris, des Seychelles aux États-Unis, difficile de partir en vacances sans son guide. Le compagnon idéal pour trouver de bonnes adresses. 4 livres sur 5 vendus en France sont des guides de tourisme. La concurrence n'a jamais été aussi forte entre les 2000 titres disponibles. 3 gros éditeurs se partagent un gâteau de 126 millions d'euros. Le numéro 1, c'est le Routard, avec près de 2,5 millions d'exemplaires chaque année. En numéro 2, le Guide vert du Michelin. Et la 3e place est occupée par le Petit Futé. Le Lonely Planet, lui, fait office en France de challenger avec 600 000 exemplaires vendus. Face au guide classique, les éditeurs rivalisent de nouvelles idées. Guide de balade, guide de week-end, guide de vacances pas chères. Ils doivent surtout faire face à une nouvelle concurrence, celle des nouvelles technologies. L'Internet, le GPS et même le téléphone. Alors comment les guides se disputent-ils les faveurs des voyageurs? Comment sont-ils fabriqués? Sont-ils fiables? Et à quoi ressemblent ces guides numériques qui concurrencent les guides papier? Retour en Corse, à Bonifacio, avec Jean-Bernard, le journaliste du Lonely Planet. La Corse, c'est la meilleure vente des guides, tout éditeur confondu. Alors, quand il part en enquête, Jean-Bernard est très exigeant. Ce matin, il s'est payé les services d'un moniteur de plongée qui connaît la région par cœur. Donc ça, c'est ton site pour les baptêmes et plongées de réadaptation, c'est ça? Au niveau faune, quelles sont les principales espèces qu'on est à peu près sûr de rencontrer? Petit mérou parce qu'on est à fond très profond. Et après, bien sûr, on a tous les poissons de roche. D'accord. Donc pour les baptêmes, c'est vraiment idéal parce que les gens sont à peu près sûrs d'être justement éblouis par la faune. Jean-Bernard ne se contente pas des déclarations, il n'a pas peur de mouiller le maillot pour vérifier ces informations. J'ai vraiment l'impression d'être aux Seychelles. C'est exactement le même type de bloc rocheux granitique. Alors j'espère qu'on aura des fonds aussi somptueux qu'aux Seychelles. Mais vu la couleur de l'eau, c'est tout à fait possible. Et effectivement, une fois dans l'eau, on en prend plein les yeux. Jean-Bernard va même jusqu'à noter scrupuleusement les noms des espèces qu'il voit sur un carnet spécial. Une fois sorti de l'eau, son enquête n'est pas terminée. Tu exploites combien de sites régulièrement à peu près? On a quand même une dizaine de sites. Une dizaine de sites, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a comme site phare
On a la tête d'homme. La tête d'homme, ouais. De l'autre côté, c'est côté ouest. Après, on a un super site, mais là, qui est pareil, qui est accessible à tout le monde. C'est la balise qu'on voit là-bas. Elle s'appelle la balise. C'est la balise. La balise. Vous allez avoir le temps de les visiter, tous ces endroits? Non, tous les sites, c'est strictement impossible. Il me faudrait, si je dois faire tous les sites de plongée de Corse, je pense que j'en aurai au moins pour 2 ou 3 mois, à temps plein. Donc c'est strictement impossible. Donc ce que je fais, j'essaye de sélectionner 2 à 3 sites par zone de plongée et je les reteste. Je les teste ou je les reteste. Et il n'y a pas que la plongée. Ne pas se fier à sa tenue décontractée, Jean-Bernard fait un travail de forçat, car il n'a qu'1 mois pour remettre à jour le guide sur toute la partie sud de la Corse. Il doit référencer des randonnées, des activités de loisirs, des hôtels, des chambres d'hôtes. La majeure partie du temps, il reste incognito pour avoir l'information la plus juste possible. Nous l'avons accompagné visiter cette chambre d'hôte où il s'est fait passer pour un simple touriste. Je vais y aller en tant que client potentiel. J'ai d'ailleurs prévenu la propriétaire que j'allais passer pour simplement regarder les chambres. Une pratique courante. À 100 € la nuit, nombreux sont les touristes à vouloir visiter avant de réserver. Vous voulez voir la chambre? Oui, je veux bien regarder la chambre, ouais. Il faut avoir le coup d'œil parce qu'il faut faire vite. Son emploi du temps est très serré. Ouais, ils sont super. Okay. Ah oui, c'est nickel, ouais. Génial, d'accord. Donc chacune une salle de bain privative. Simple, hein. Ouais, non, c'est bien, c'est bien. Et je loue des chambres dans la maison de famille. D'accord, dans la maison de famille, très bien. Ouais. Ok. Pour le petit déjeuner, il y a quoi? Confiture maison. Oui, confiture maison, pain grillé, brioche, ah oui, et du beurre et du café. Ok, ben... Merci bien pour tout, merci beaucoup. Au revoir. La visite aura duré en tout 15 minutes, assez selon Jean-Bernard, pour pouvoir informer ses lecteurs. Je m'y suis cru l'espace d'un instant et je pense que j'ai de bonnes raisons de croire que c'est une bonne adresse. Et c'est une chambre d'hôte qui va rentrer dans mon guide. Ouais. C'est pas mieux finalement de rester dormir pour être sûr? Je sais comment faire pour évaluer une literie. La literie est de qualité. Donc j'ai regardé la lingerie également. Quant à effectivement la douche, etc., j'ai regardé une sorte d'inspection visuelle qui fait que j'ai eu un feeling tout à fait favorable. En 1 mois, Jean-Bernard va parcourir près de 4500 km sur les routes de Corse. Ah ouais. Il va faire environ 10 à 15 balades à pied. Il va dormir dans une dizaine d'hôtels. Il aura découvert autant de nouvelles plages. En tout, il aura testé plus de 110 restaurants. À chaque fois, il paye pour être libre de ses commentaires. Avec des bonnes surprises, mais aussi des moins bonnes. Ben, je suis déçu. Il faut avoir l'estomac solide et savoir ne pas s'attarder à table. 4 restaurants par jour, c'est faisable. Je prends pas des menus complets à chaque fois, mais en picorant un peu ici et là, je prends une entrée dans un, plat principal dans l'autre, un dessert dans un troisième. Oui, je peux quand même avoir une vision assez représentative des restaurants corses. Selon nos calculs, en 1 mois, Jean-Bernard n'aura testé qu'un restaurant sur 2 et 10% des adresses référencées dans son guide. Le reste des informations, il les aura récupérées par des enquêtes de voisinage. Alors le résultat n'est pas à l'abri des approximations. À Paris, dans les locaux du Lonely Planet, on en est parfaitement conscient. Frédéric Serfati-Romano est la directrice du guide depuis 1 an. De son propre aveu, il est impossible que ses enquêteurs visitent toutes les adresses à chaque nouvelle mise à jour. Si on voulait que chacune de ces adresses soit visitée systématiquement, eh ben c'est simple, on ne le vendrait pas 14,90 €. Ça coûterait trop cher et donc le prix du guide serait trop élevé. Ce guide est donc fiable, sauf quand il se trompe. D'ailleurs, c'est écrit à la toute dernière page. Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité ni l'exactitude du contenu. Cette désinvolture, il y a un homme que cela énerve particulièrement. Il a tenu à rester masqué. Tester les restaurants de manière anonyme, c'est son métier et il prend ça très au sérieux. Depuis 1991, Olivier Gros édite avec 3 associés le Bouche à Oreille, un guide gastronomique régional sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses commentaires sont fournis et parfois sans pitié. Le peu de marchandises exposées en vitrine ressemble à la prestation d'une cantine colcosienne des années 70. Olivier Gros est très critique avec les grands guides nationaux. En témoignent toutes les couvertures de son magazine affichées dans son bureau.
Je pense en particulier à ce dessin avec une table et un serveur qui sert un guide absent, voilà, qui montre un petit peu sous la caricature que les guides ne testent pas toutes les tables dont ils causent. Olivier, lui, affirme en tester personnellement entre 300 et 400 par an, voilà, preuve à l'appui. C'est un mois de notes de restaurant. Environ 2000 € rien que pour ce mois-là. Et Olivier travaille toute l'année. On est loin des menus express de Jean Bernard, l'enquêteur corse. C'est mentir de dire qu'on peut faire 5 ou 6 ou 8 restaurants par jour. Mais en prenant l'entrée à un endroit, le plat principal à l'autre, le dessert au 3e. Oui, on peut faire aussi l'amuse-bouche au restaurant d'avant et puis le café dans un 5e. Ça fait 5 restaurants, c'est bien calculé, mais est-ce que c'est ça aller au restaurant, quoi? Alors les guides sont-ils fiables? Nous avons décidé de tester les principaux d'entre eux, le Routard, le Lonely Planet et le Petit Futé, sur une région, la Provence. Et plus particulièrement, les alentours d'Aix-en-Provence. Par téléphone, nous avons d'abord contacté les 80 restaurants répertoriés dans le secteur pour vérifier les informations contenues dans les guides. Résultat, entre 25 et 40% des fiches d'établissement répertoriées contiennent des erreurs. Le plus souvent, ce sont de petits détails. Des jours d'ouverture erronés, des prix incorrects, des menus inexacts. Mais parfois, il y a plus que le menu qui n'est pas à jour. À Mouriès, dans l'arrière-pays aixois, quand on cherche rue Revoile le restaurant Le Vieux Four, voilà sur quoi on tombe. Je cherche en fait le Vieux Four au 5 cours Paul Révoile. Il était là. C'est-à-dire, il était là? Il a déménagé. C'était un restaurant. C'était un restaurant. Il a déménagé, mais il y a longtemps? Il y a 4-5 mois. 4-5 mois. Mais il est pas, je ne sais pas si à l'heure actuelle il a rouvert, il a normalement ouvert un établissement à la sortie du village. Non, parce que je comprends pas, il est dans les guides, vous voyez, le Routard, le Petit Futé. C'est pas normal. C'est pas normal? Il savait depuis un an qu'il allait partir de là. De quoi agacer plus d'un touriste. Non seulement les informations pratiques ne sont pas toujours exactes, mais parfois c'est le contenu même des critiques qui est sujet à caution. Nous poursuivons notre enquête avec Olivier Gros. Il nous emmène à Cassis, dans un restaurant qu'il a déjà testé. Il est situé sur la place principale de la ville et on le retrouve plutôt bien noté dans tous les guides les plus connus. J'ai réservé pour 21h, 3 personnes. Ah, ils sont là. Nous l'accompagnons en caméra cachée. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Tous les produits sont frais, la carte change tous les 15 jours. C'est de la samba. Olivier commande une assiette d'antipasti qu'il a déjà mal notée lors d'une première visite il y a 3 ans. C'était marqué dans le Petit Futé. Le plat arrive et les critiques aussi. Merci. C'est du jambon sous cellophane comme il y a 3 ans. Voilà. Toujours la même mozzarella qui est dure. C'est pas de la vraie mozza, il faut arrêter de dire que ces bouts de carton sont de la mozza. Alors le guide qui me parle de produits frais, dans l'assiette, en produits frais, il y a le citron, et la salade, et la tomate. Voilà. Selon Olivier Gros, l'auteur de ce commentaire n'est probablement pas venu dans ce restaurant depuis plusieurs années. Négligence, manque de temps, peut-être. Mais il arrive aussi parfois que les méthodes soient franchement contestables. À La Ciotat, nous avons rencontré une restauratrice, Anne Winiewski, une Belge qui connaît bien la France. Avant de s'installer ici, elle avait un restaurant à Nyons dans la Drôme. Et il y a 3 ans, elle a expérimenté l'approche un peu particulière, guide du Routard. L'Office du tourisme m'a appelé. Ils m'ont dit qu'il y avait un chroniqueur pour un guide gastronomique, pour un guide, pour le guide du Routard, mais une édition spéciale qui cherchait des restaurants sur Nyons. Bon, comme il n'y en avait que 2 qui apparemment étaient susceptibles de les intéresser, ils m'ont demandé si j'étais d'accord de l'accueillir. Je dis oui et puis voilà, ça s'est fort bien passé. Vous l'avez fait à manger? Je lui ai fait à manger, fatalement. Il a payé? Non. Il n'a pas payé son repas? Il n'a pas payé. Il n'est pas venu anonymement? Il n'est pas venu anonymement. Ça vous a choqué, ça? Non, parce que c'était prévu d'avance. D'accord. Je suis pas pour, hein, je dis tout de suite, mais bon. Le problème, c'est que les auteurs du Routard sont censés rester anonymes et doivent payer leur repas. Le guide en fait même un principe, c'est stipulé au tout début du livre. Les enquêteurs du guide du Routard travaillent dans le plus strict anonymat. Aucune réduction, aucun avantage quelconque, aucune rétribution n'est jamais demandée en contrepartie. Le guide du Routard a refusé de nous recevoir. Interrogé par téléphone, un de ses responsables s'est montré très surpris par cette information qui est en totale contradiction avec les principes du guide. Nous, au guide du Routard, on paye toutes les additions. Je veux dire pourquoi. Parce que la somme
d'une facture de restaurant ou d'hôtel est tellement minime par rapport à la gestion d'un guide, à l'impression, à tas de choses, que c'est ridicule de ne pas payer, de prendre des risques par rapport à des gens comme vous. Pour le routard, il s'agirait donc d'un dérapage, les enquêteurs seraient toujours anonymes et il n'y aurait jamais aucune contrepartie demandée. Au cours de notre enquête provençale, nous avons découvert que d'autres guides ont une approche surprenante. Alexandra et Fabrice Ruiz sont propriétaires du Grain de Sel, un restaurant gastronomique près d'Aix-en-Provence. Il y a quelques mois, le couple a été contacté par une enquêtrice du Petit Futé. Elle s'est présentée, nous a fait l'article sur le Petit Futé, nous a dit que vous avez trouvé ça très bien. Donc, ceci étant, j'ai forcément accepté le deal. Et nous promettons support papier et Internet, je crois. Ça vous a coûté combien? Aux alentours de 400 €, je crois. Ouais, non, c'est ça. Vous pensez que si vous n'avez pas payé, vous auriez été dans le Petit Futé? Ah non. Je pense pas, non. Ah non, je pense pas. Le Petit Futé, c'est uniquement des... On achète en carte. C'est comme ça qu'on vous l'a présenté? Ah oui. Moi, le coût du test, elle n'a pas su nous dire quand est-ce qu'ils sont venus. Je m'en souviens, c'est moi qui ai discuté avec cette dame. On achète quasiment un rédactionnel, quoi, voilà. en fait. Au cours de l'enquête, d'autres restaurateurs nous ont confirmé avoir payé leur annonce pour pouvoir apparaître dans le Petit Futé. Pour un responsable du guide que nous avons contacté, c'est clairement un sujet tabou. Je m'interrogeais juste sur la manière dont travaillent vos journalistes, dans la mesure où nous on a rencontré un restaurateur qui nous a dit que il fallait payer en fait pour être dans le Petit Futé. Oui, non mais c'est pas la peine de chercher à me faire répondre aux questions. Je ne souhaite pas répondre à vos questions, voilà. D'accord. Donc ce n'est pas la peine qu'on se voit et ce n'est pas la peine que vous cherchiez à m'exposer par téléphone. Les guides de voyage restent malgré tout des outils globalement fiables dans une région comme la Provence, facilement accessible. En revanche, vous allez voir que plus la destination est lointaine, plus certains guides se comportent en amateurs. Exemple avec ce guide sur le Maroc. En 2000, l'éditeur recrute 3 étudiants pour enquêter sur ce nouveau titre. Nous avons retrouvé l'un d'entre eux, il n'a pas souhaité témoigner à visage découvert et nous a même demandé de ne pas mentionner l'éditeur en question. La commande, c'était d'écrire un guide sur le Maroc et la rémunération, c'était à peu près 300 € par personne par mois, mais on devait avec ça payer les frais sur place. Les étudiants parcourent le Maroc pendant 2 mois, ils visitent Marrakech, les principales villes du pays, mais forcément, ils ne peuvent pas aller partout, car ils n'ont pas assez d'argent. Notamment, ils ne mettront pas les pieds dans une grande partie de l'Atlas, ce qui ne les empêche pas de proposer un guide très complet. Les rares villes où on n'a pas pu aller, on a récupéré des informations ailleurs. Sur Internet ou dans d'autres guides. Ça ne les empêche pas non plus de proposer des chroniques très détaillées. Camping Cala Bonita, près de l'agréable plage du même nom, à 1 km au sud de la ville, unique en son genre. Ce camping propose un forfait de 45 dirhams qui vous autorise à y dormir, poser votre tente et garer votre voiture, ainsi qu'à utiliser les installations sanitaires. Vous y êtes allé? Non. Et à la direction, personne n'a vérifié un peu votre travail ou n'a... Non. Personne vous a dit, attendez, vous avez eu le temps d'aller partout? Non, on n'a eu aucune question sur ce genre de choses. Cette année, dans la dernière édition du guide en question, seul le tarif a été mis à jour. C'est toujours mot pour mot le même texte inventé par l'auteur il y a 10 ans. Faire payer un guide rédigé par des amateurs sans le dire, ça peut choquer. Aujourd'hui, pourtant, avec Internet, ce sont aussi des amateurs qui alimentent les nouveaux guides de voyage. Mais ça n'a rien à voir, c'est gratuit et tout le monde le sait. C'est même devenu très à la mode. On trouve sur la toile une foule d'informations pour préparer son voyage. Elles sont consultables également depuis sa voiture, directement sur son GPS, ou sur son téléphone mobile. Ces nouveaux guides numériques sont entièrement rédigés par des internautes globetrotters. Hôtels, bars, restos, ce sont eux qui donnent leurs commentaires sur les adresses qu'ils ont visitées. Marion Morales et sa copine Mélodie sont un peu des touristes dans leur propre ville. Ces 2 jeunes provinciales viennent d'arriver à Paris. Trouver un bon restaurant pourrait être un casse-tête, mais pas pour elles. Elles ont trouvé le meilleur des guides. On va trouver quelque chose. On va chercher.
Ouais, on va regarder sur Internet, on va bien trouver quelque chose. Elles font partie de cette nouvelle génération d'utilisateurs qui considèrent que les grands guides traditionnels sur papier sont dépassés. Les guides papier, pour moi, ça date de mon père. Et j'ai beaucoup plus l'habitude d'utiliser Internet pour avoir des recherches rapides. Ce soir, elles veulent manger coréen du côté de l'Opéra. En quelques clics, elles trouvent jusqu'à une dizaine de critiques récentes sur toute une série de restaurants. Une demi-douzaine de sites compilent et publient les avis des internautes voyageurs. Décor ambiance 4 étoiles, qualité-prix 4 étoiles, ça c'est bien. Et les hommes et les femmes aiment apparemment de la même façon. Bonne adresse. Les auteurs de ces commentaires sont de parfaits anonymes. Pourtant, à leurs yeux, c'est un gage d'authenticité. Cet amateurisme les rassure. Ce que les gens ont dit sur le site, on a plus tendance à se fier à eux parce qu'on pense que c'est des gens comme nous qui ont testé. Et si quelqu'un dit que c'est pas bon, on va lui faire confiance et ne pas y aller. Voilà, allons-y. Le choix des filles est fait, direction le quartier de l'Opéra. La nouveauté que proposent les dernières technologies, c'est qu'une fois dans la rue, Marion va emmener son guide de voyage numérique avec elle. Elle a un téléphone dernière génération, relié à Internet et équipé d'un GPS. Une fois son restaurant choisi, c'est son téléphone qui lui indique le chemin. On est par ici, donc il nous montre tous les restos qu'il y a dans la zone. Je peux avoir mon itinéraire de l'endroit où je me trouve jusqu'au restaurant que j'ai choisi. Donc j'ai plus qu'à me laisser guider et normalement ça ne devrait pas poser problème, je devrais arriver pile devant. Donc c'est bien ça. Voilà le restaurant coréen qu'elle cherchait. L'accueil est sympathique. Les portions sont généreuses. Nos demoiselles sont comblées. Marion va même prendre une photo avec son téléphone pour faire partager son expérience à tous les internautes. Je prends des photos pour que les gens se rendent compte de la façon dont c'est présenté et voilà qu'ils puissent. Mais vous êtes payé pour faire ça? Non, pas du tout, mais je me dis que j'aime bien qu'on le fasse. Enfin, j'aime bien en profiter de ce que les autres font, donc du coup je fais pareil. Comme ça, en faisant profiter de mon expérience aux gens, j'ai aussi l'expérience contraire. C'est toute la magie de cette nouvelle technologie. La cliente se transforme en journaliste. Rapport qualité-prix, 7,25. Et le plus incroyable, c'est qu'en un tour de main, toutes ces informations seront diffusées en temps réel sur le réseau. Voilà, c'est déjà sur Internet, ça y est, c'est maintenant, s'il y a une personne qui passe dans le coin avec un iPhone qui veut venir à ce restaurant, il a déjà mon commentaire de disponible pour se faire une idée. Voilà. Le service Internet que Marion utilise est un guide numérique, il s'appelle « Dis-moi où ». Chaque jour, des milliers d'internautes via leur téléphone ou leur ordinateur postent des commentaires sur des musées, des restaurants, des magasins. Dis-moi où les met en ligne. Le site n'a pas de prétention à la qualité de l'information, n'importe qui peut écrire n'importe quoi. Par exemple, il n'est pas rare de lire des critiques contradictoires sur un même restaurant. Ici, Adeline n'a pas aimé, Evelyne a adoré. Derrière ces pseudonymes se cachent peut-être même parfois les restaurateurs eux-mêmes. Bref, la fiabilité de ces informations est toute relative. Le fondateur de ce guide numérique, c'est Gilles Granger. Des clients qui écrivent gratuitement le contenu rédactionnel d'un guide, c'est le rêve de tout éditeur. Dans sa start-up de 10 salariés, il n'y a que des informaticiens, aucun journaliste à envoyer sur le terrain. Pour un guide papier, construire plusieurs dizaines et centaines de milliers de commentaires, il faudrait une armée de journalistes ou de pigistes pour faire le même travail. Donc là, on est 10, donc il y a des effets d'échelle, c'est beaucoup plus efficace que ce qui peut se faire pour l'instant. Cette mine d'informations, Gilles Granger compte bien en faire sa fortune avec une idée toute simple, vendre de la pub aux commerçants et aux restaurateurs, un peu comme pour les pages jaunes. Mais avant d'en arriver là, il va lui falloir trouver de l'argent pour payer ses employés et embaucher des commerciaux. Vous allez où là? On va voir les investisseurs pour les premiers contacts, pour essayer de les convaincre. Voilà, pour continuer notre aventure. Vous allez demander des sous? On va demander des sous. Des gros sous d'ailleurs. Beaucoup de sous. Et du soutien. La société est débutante, on est bien loin des grands éditeurs de guides classiques. Et pourtant, elle intéresse déjà beaucoup les investisseurs. Cet après-midi, Gilles et ses collaborateurs ont rendez-vous dans les locaux d'une société de capital risque. Ces financiers investissent dans des startups liées aux nouvelles technologies. Face à eux, Gilles et ses hommes viennent expliquer leur idée.
Derrière ce guide, leur but c'est de vendre leurs fichiers d'internautes aux restaurateurs et aux commerçants pour qu'ils fassent leur publicité auprès des utilisateurs. Pendant 2 heures, les jeunes entrepreneurs vont défendre leur beefsteak. Ils n'ont pas l'air très aguerris, mais leur atout, c'est que pour l'instant, ils sont les premiers à proposer un tel service. Il n'y a pas de leader sur ce secteur, il n'y a pas un seul OG, il n'y a pas un mythique, il n'y a pas un vente privé. La place est à prendre et toute la question c'est de savoir si l'équipe sera capable, sera à même de dérouler, de prendre sa place et de monter sur le podium. Bon, ils ont quelques bons arguments, je pense que c'est ça qu'il faudra qu'on creuse. À ce jour, les financiers n'ont pas encore pris leur décision. Peut-être utiliserez-vous bientôt ce service. En attendant, si vous partez en vacances loin des grandes villes, ne jetez pas encore votre guide papier. En moyenne, il faut compter 50 € lors de connexion téléphonique à l'étranger. Et dans certains coins reculés, vous risquez d'avoir quelques surprises.